Dieu demande à tous les enfants du monde. Écoute ça, c'est pour toi. Bonjour et bienvenue. Ici, nous sommes tous membres de l'Académie internationale des droits des enfants qui développe des jeux et des ressources pédagogiques pour aider les enfants à aller vers leur entourage pour leur faire connaître leurs droits et pour faire des actions pour les défendre. Si vous deviez, en quelques phrases, résumer votre parcours, que diriez-vous ? Je dirais que j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu un parcours très intéressant. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme journaliste et même journaliste sportif, ce qui était ma passion d'enfant, c'était un rêve d'enfant. Et après quelques années, je suis devenu un journaliste normal qui s'occupe d'autres domaines que le sport, parce qu'à mon époque, être journaliste sportif, c'était un petit peu négatif. On pensait que c'était les gens pas trop intelligents qui faisaient cette profession. Ça a beaucoup changé, heureusement. Et ensuite, je trouvais que le journalisme devenait un peu répétitif et je me suis dirigé vers le travail humanitaire. J'ai travaillé dans différents pays, dont la Turquie et la Roumanie, avec la Croix-Rouge internationale. Et en rentrant à Genève, je cherchais du travail et j'ai trouvé du travail dans une organisation non gouvernementale qui faisait la promotion des droits de l'enfant, qui s'appelle Défense des enfants internationale. Et j'ai travaillé là plusieurs années. Et en fait, j'ai été complètement passionné par le sujet des droits de l'enfant. C'était la première organisation qui s'occupait, enfin qui promouvait vraiment le principe des droits de l'homme appliqués aux enfants. Il y avait beaucoup d'organisations qui existaient déjà, comme Save the Children ou Pro Juventud en Suisse, mais ce qui venait de la protection de l'enfance, d'une approche plus limitée. Et les droits de l'homme se sont développés beaucoup dans les années 80 et 90 et ils ont été reconnus aux enfants. Donc c'est dans cette dynamique-là que j'ai débuté dans les droits de l'enfant et j'ai vraiment beaucoup aimé. Malheureusement, l'organisation non gouvernementale a eu des problèmes assez importants et beaucoup de personnes sont parties, y compris moi à la fin. Et j'ai rejoint les Nations Unies au Comité des droits de l'enfant où j'ai travaillé pendant plus de 10 ans. Et ensuite, j'avais l'impression j'avais envie d'évoluer professionnellement. Donc, je suis resté dans la même organisation qui est le Haut Commissariat des droits de l'homme aux Nations Unies. Et j'ai été travailler comme représentant régional aux îles Fidji pour la région du Sud-Pacifique, ce qui est un endroit très, très intéressant, très exotique. Peut-être pas exactement la carte postale qu'on imagine. On imagine des belles plages et du soleil tous les jours, alors qu'il pleut plus dans la capitale qu'à Genève. Mais évidemment, c'est une région très, très chaude, mais fascinante, parce que très méconnue de nous, Européens. Et en fait, on voit le monde différemment depuis le Pacifique, et ça m'a beaucoup fasciné. Et je suis resté 2 ans. J'aurais bien aimé rester plus, mais pour des raisons familiales, je suis revenu à Genève. Et ensuite, j'ai travaillé dans différents domaines, y compris surtout les droits des peuples autochtones au sein du Haut Commissariat des Nations Unies. Et ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc en résumé de ma carrière, j'ai quitté les Nations Unies, j'ai profité de pouvoir prendre une retraite anticipée. Et je reste un petit peu actif dans certains domaines, y compris celui des droits de l'enfant dans le domaine du sport, qui va être notre discussion aujourd'hui. Alors, la première question. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce travail et qu'est-ce que vous aimez dans votre travail ? Quand j'ai découvert les droits de l'enfant, j'étais fasciné par la complexité, la pertinence de la Convention relative aux droits de l'enfant, qui comprend un nombre de droits vraiment très, très, très large et qui reconnaît donc l'enfant comme acteur de ses propres droits et comme sujet de droit. Et ça, c'était vraiment, je dirais pas une révolution, mais je dirais que c'était une évolution extrêmement importante dans nos relations envers les personnes de moins de 18 ans, que ce soit les adultes ou la société en général, ou que ce soit les gouvernements.
Donc, comme j'ai dit, j'étais passionné par ce domaine qui était très nouveau à l'époque et qui proposait un changement de perception du rôle de l'enfant dans la société. Et en même temps, j'ai toujours été un passionné de sport. J'ai commencé comme journaliste sportif, comme je l'ai dit. Et j'aimais beaucoup le sport parce que ça m'a apporté personnellement beaucoup dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, dans toute ma vie en fait. Ça a permis de me réaliser en grande partie. Et en fait, plus je étudiais les droits de l'enfant, plus je travaillais dans ce domaine, plus je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de domaines dans la pratique du sport où les droits des enfants n'étaient pas respectés. Donc ça m'a frappé. Ce qui m'a encore plus frappé, c'est que personne ne le voyait ou en parlait, à part une ou deux situations, mais par rapport à l'ampleur des problèmes, j'ai voulu commencer à en parler, puis à surtout écrire un peu sur cette thématique. Ça, c'était au début des années 90. Et voilà, donc j'ai développé cette question. Beaucoup plus tard, en 2005, j'ai fait une thèse de doctorat à l'université aux Pays-Bas, qui est mon pays d'origine, Amsterdam, en langue anglaise, sur la question de la mise en œuvre des droits de l'enfant dans le sport de compétition. Et c'est vraiment une thématique auquel je suis resté très attaché, parce que j'estime qu'il y a encore beaucoup de problèmes graves et systémiques dans le domaine du sport. Ceci dit, juste une petite parenthèse, j'aimerais quand même préciser que le sport est une activité magnifique pour les jeunes et les moins jeunes, qui est une vraie école de la vie, qui apporte énormément au niveau médical, au niveau social, au niveau éducatif. C'est une école de vie incroyable, où on peut apprendre plein de choses qui nous seront utiles durant toute notre vie. On peut développer des ressources, que ce soit apprendre à gagner ou apprendre à perdre, que ce soit socialiser et par exemple, travailler collectivement. Quand on est impliqué dans un sport collectif, on apprend à vivre dans un microcosme où il y a la compétition, mais où il doit y avoir beaucoup d'autres valeurs, comme le respect de soi et des autres, et l'acceptation de ses limites, mais aussi le dépassement de ses limites. Donc, je pourrais parler pendant des heures sur les qualités du sport, mais contrairement à ce que veulent nous faire croire souvent les fédérations sportives, il y a aussi l'ombre, la partie négative de l'implication des jeunes dans le domaine sportif. Et comme je l'ai dit, même aujourd'hui, on parle de certains problèmes, mais pas de toute la panoplie de problèmes. Et surtout, le sport a un tel succès que la remise en question est très, très difficile pour les gens impliqués dans le sport. Et la plupart cherchent le status quo et pas de faire évoluer le milieu sportif plus favorablement pour respecter plus les droits de l'enfant. Vous a amené à travailler sur les droits de l'enfant et le sport, dans le sport plutôt. Oui, donc comme j'ai dit, j'étais frappé par les liens entre droits de l'enfant et sport. À l'époque où j'ai commencé à en parler, à écrire sur cette thématique, j'avais des réactions assez étonnantes. Le milieu des droits de l'homme me disait « mais il y a des problèmes beaucoup plus importants que les droits de l'homme, les droits de l'enfant dans le sport. C'est pas le moment de soulever ces questions-là », alors qu'ils ne se rendaient pas compte que, vu le nombre d'enfants qui sont impliqués tous les jours dans le sport, dans le monde entier, donc on parle de millions d'enfants, même s'il n'y a que 2 ou 3% des enfants dont les droits sont violés, mais des droits importants sont violés tous les jours, c'est des chiffres incroyables. Donc cet argument ne tenait pas du tout. Et d'un autre côté, les milieux sportifs pensaient que je voulais détruire le sport, que j'étais anti-sport, que je n'aimais pas le sport, et pensaient vraiment que j'amenais quelque chose d'extrêmement négatif au milieu sportif. Donc c'était très difficile au début de parler et de se faire entendre sur cette thématique. Aujourd'hui, les choses ont bien changé, parce qu'on se rend compte que les dérives du sport mènent à des abus graves, à des violences aussi très graves, bien sûr, à des formes d'exploitation. Donc, il y a des situations où les jeunes sont vraiment très, très, très opprimés et leurs droits ne sont pas du tout reconnus. Je pense de violences physiques, de violences sexuelles, de violences psychiques, de discrimination aussi, évidemment.
d'exploitation. Finalement, le cœur des droits de l'enfant, c'est la parole des enfants. Et on constate que dans le milieu sportif, qui est un milieu qui traditionnellement est très hiérarchisé, très paternaliste, créé par des hommes, pour des hommes à l'origine, et toute cette histoire extrêmement spécifique et lourde ne permet pas le développement des droits de l'enfant, le respect de la parole de l'enfant. Je suis sûr que dans vos écoles, on vous demande de temps en temps, ou souvent même, votre avis, et que vous participez à des prises de décision. Je ne sais pas si certains de vous sont impliqués dans le sport, mais dans le sport, on demande quasiment jamais l'avis de l'enfant. L'enfant écoute et applique. C'est tout. Alors maintenant, lentement, les choses changent, et j'espère que certains adultes qui sont impliqués dans le sport demandent l'avis des enfants et écoutent l'enfant surtout. L'enfant n'a pas toujours besoin d'avoir raison, mais c'est un dialogue, il faut avoir une discussion, surtout quand il s'agit de décisions qui peuvent influer la vie de l'enfant, parce qu'il faut se rendre compte que le sport professionnel est très très développé aujourd'hui et que les athlètes n'attendent pas l'âge adulte avant de devenir quasi professionnels. Donc des enfants de votre âge, ou de 13, 14, 15, 16, 17, 18 ans, s'entraînent déjà quasiment comme des professionnels, sont en contact et dans des compétitions avec des adultes dans certains sports, et ne sont pas considérés comme capables d'avoir un avis sur leur vie finalement, parce que le sport, c'est leur vie. Le sport est l'activité qui leur prend le plus de temps, le plus d'énergie. Donc, c'est très important, évidemment, de placer la parole de l'enfant et les droits de l'enfant au centre du système sportif, et ce qui n'est toujours pas le cas, malheureusement. Le sport est-il vraiment un droit pour les enfants ? Pour tous les enfants ? Ah, complètement. Même si le mot sport n'apparaît pas dans la Convention, il y a beaucoup de droits qui sont reconnus, qui favorisent l'implication de l'enfant dans le sport. Et le droit au loisir est bien sûr reconnu dans la Convention, et le sport est à la base un loisir, même s'il peut devenir une profession plus tard. Il est à la base un loisir, un plaisir, un divertissement, une manière pour les enfants de trouver une zone de liberté où, en dehors de la famille et de l'école, ils peuvent s'épanouir de façon assez extraordinaire. Donc, le droit de l'enfant au sport est vraiment quelque chose de très important. Et pour tous, quel que soit l'enfant, qu'il soit athlétique ou pas, qu'il soit handicapé ou pas, qu'il soit d'origine diverse ou pas, tout le monde a le même droit à l'accès au sport et doit pouvoir vivre le sport sans aucune interférence ou discrimination, comme dans d'autres domaines de la vie, bien sûr. Pour vous, à quoi sert le sport dans les droits de l'enfant ? Alors le sport, c'est un petit laboratoire fantastique pour mettre en œuvre les droits de l'enfant. Le sport devrait être justement un endroit où les droits de l'enfant sont parfaitement respectés. Malheureusement, comme il y a beaucoup d'intérêts en tout genre, des intérêts politiques, des intérêts économiques, des intérêts de société, l'intérêt parfois excessif des parents et d'entraîneurs. Et il y a tout un microcosme autour de l'enfant athlète qui peut pousser l'enfant dans des directions qui ne sont pas favorables à son épanouissement. Alors que le sport est un lieu d'épanouissement et un lieu de liberté. Et c'est ça qui est frustrant lorsqu'on voit que le sport est cantonné à quelque chose qui est totalement façonné par les adultes. Et les règles du sport sont décidées par les adultes. Tout est décidé par les adultes dans le sport. Et ça, c'est une grande faiblesse lorsqu'on parle des droits de l'enfant. Parce qu'il n'y a pas de droit de l'enfant lorsque les adultes décident tout seuls. Comme il n'y a pas de droit pour les personnes handicapées, lorsqu'on n'implique pas les personnes handicapées dans des décisions qui les concernent tous les jours. Donc il faut toujours, dans les droits de l'homme, il faut toujours impliquer le groupe cible pour recueillir des conseils, des avis, des recommandations et partager une décision. On n'est plus à l'époque où un groupe tout petit de personnes, toujours des adultes, souvent très âgés, décident pour d'autres personnes
sans que ces autres personnes soient impliquées. Quelles actions avez-vous mises en place pour défendre les droits de l'enfant dans le sport? Alors, moi, directement, je n'ai pas forcément mis énormément d'actions en place. J'ai fait beaucoup d'analyses et de recherches et de réflexions sur la thématique. Mais d'autres personnes dans beaucoup de pays du monde ont mis des mécanismes en place. D'ailleurs, la ville de Genève vient de créer un petit groupe de 3 personnes qui s'occupent de former les clubs sportifs à Genève pour qu'ils évitent les situations de discrimination et les situations de violence. Donc, c'est de la prévention. Et aussi peuvent aider en cas de violation des droits des athlètes. Donc, c'est super qu'un mécanisme comme ça existe à Genève. Donc, les clubs peuvent faire appel. Alors, il n'y a rien d'obligatoire, mais les clubs peuvent faire appel. Par contre, en Suisse, pour donner un autre exemple, il y a 4-5 ans, il y a eu un grand scandale concernant le traitement des jeunes sportives et sportifs dans le domaine de la gymnastique. Ça a existé dans pas mal d'autres pays, comme les Pays-Bas ou la France ou l'Australie. Il y a vraiment une dizaine de pays où il y a eu des scandales concernant les mauvais traitements et les excès dans le domaine de la gymnastique. Et le Conseil fédéral a mandaté une étude qui a été faite et qui a révélé vraiment des problèmes très profonds et très systématiques. Donc, il a été mis en place une organisation qui s'appelle Swiss Sport Intégrité, que vous pouvez trouver. Il y a un site web qui explique un petit peu ce qu'ils font. Alors, ils ont une charte éthique qui doit être respectée par toutes les fédérations sportives en Suisse et par tous les clubs. Et si ce n'est pas le cas, il peut y avoir des sanctions comme l'arrêt des subventions étatiques pour une fédération, pour un club sportif. Donc c'est très pris au sérieux. Ça vient de débuter il y a 2-3 ans, ce travail, mais c'est encourageant. Le problème, c'est que dans la plupart des pays où le sport a une grande importance, comme la Suisse, la France, l'Allemagne, les États-Unis ou d'autres pays que vous pouvez imaginer, la Chine et la Russie, le soutien en sport est souvent lié aux résultats. Donc, en fait, on exige des médailles, surtout olympiques, mais aussi mondiales ou européennes, pour recevoir des soutiens financiers. Donc, vous pouvez imaginer que l'enfant ou l'adolescent devient otage de cette situation et qu'une pression immense s'exerce sur l'athlète, très jeune, pour qu'il performe et réussisse. Alors que l'enfant, lorsqu'il est impliqué dans le sport, évidemment, tout le monde a envie de gagner, mais ce n'est peut-être pas le but principal. Vous faites peut-être du sport et vous êtes aussi content de retrouver vos amis dans le contexte sportif ou de marquer un beau but, même si vous avez perdu une rencontre de quelque chose. Et le sport, c'est bien autre chose que juste les médailles et que certains enfants ont vraiment envie d'aller au bout d'un besoin de compétition, mais d'autres pas. Et ça, c'est pas tellement respecté. En fait, il y a beaucoup de clubs, même des petits clubs à Genève et ailleurs dans le monde, où on ne peut pas rester parce qu'on n'est pas jugé assez bon. On fait un essai de 3 ou 6 mois, et puis après on dit allez voir dans un autre club. Mais chez nous, on est élitiste, on va pas utiliser ce mot, mais en fait, ils sont que à la recherche de mini-champions. Et on sait que ça ne marche pas comme ça aussi. Un enfant qui peut être très doué à 13 ans peut être tout à fait un sportif banal à 16-17 ans. Et un enfant qui était pas mauvais, mais qui ne se faisait pas remarquer, qui était juste membre d'une équipe à 13 ans, peut à 17-18 ans exploser et devenir un athlète exceptionnel. Donc, l'homme n'est pas une machine. Donc, on peut voir, évidemment, on peut détecter des talents, mais ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de déchets dans le sport, parce qu'on prend 10 enfants, on considère que 10 enfants ont du talent, sachant très bien qu'il y en a 8 qui seront éliminés et qui vont peut-être perdre leur droit à l'éducation parce qu'ils n'auront pas pu suivre bien l'école et ne pourront plus jamais rattraper leur retard. Et il y en a un qui deviendra peut-être un bon athlète et un athlète exceptionnel. Mais c'est une destruction énorme de l'enfance qui a lieu dans le sport de compétition. Et il faut faire vraiment très attention. Donc cette recherche absolue de résultats est vraiment déplorable. Moi, je déplore aussi que l'armée suisse est devenue un soutien énorme aux sportifs suisses.
55% des médailles olympiques suisses aux Jeux de Paris cet été font partie de l'armée parce que c'est le seul endroit où ils trouvent de l'argent. Pas forcément par conviction militaire, mais cette militarisation de l'enfant athlète, du jeune athlète, je trouve ça déplorable. Que ceux qui veulent suivre une voie militaire le font, bien sûr, s'ils en ont envie. Mais que ce soit le seul endroit où on trouve de l'argent pour soutenir des athlètes, c'est pas normal. Ça devrait venir tout simplement du département de sport. Il ne faut pas créer une situation où on oblige les athlètes qui veulent faire carrière de passer par un soutien militaire. Ça, c'est mon avis personnel, mais pour moi, c'est une limitation des options. Et l'armée dit qu'elle partage les valeurs du sport, et je suis tout à fait je suis pas du tout d'accord avec cette affirmation. Les deux ont des objectifs très différents. Mais bon, ça c'était une parenthèse. Mais c'est pour vous montrer à quel point le sport est devenu un phénomène de société où tout le monde veut retirer quelque chose pour son propre bien. Des parents jusqu'à l'armée, vous voyez. Ça n'a plus de limite et c'est dommage. Alors, je pense qu'il faut développer un secteur de compétition parce que, comme je l'ai dit, c'est aussi une forme d'épanouissement pour quelqu'un qui est très doué, qui aime ça. C'est magnifique, la compétition, à condition que ça soit fait avec une certaine éthique. Mais il faut aussi un espace immense où les jeunes peuvent pratiquer le sport sans forcément tomber dans les excès de compétition, avec des parents qui peuvent devenir hystériques au bord du terrain et même se commettre des violences. Et ça arrive dans toutes les villes du monde. Voilà. Quelles difficultés avez-vous rencontrées dans votre parcours pour défendre les droits de l'enfant dans le sport? Ah oui, alors comme j'ai mentionné, la première difficulté, c'était l'ignorance totale. Puis la deuxième difficulté, c'était la résistance des différents milieux. Les sportifs ne voulaient pas entendre parler de droits de l'homme et de droits de l'enfant parce qu'ils pensaient que ça allait détruire le système sportif. Alors qu'au contraire, moi je pense qu'en renforçant, en respectant les droits de l'enfant en sport, on va que renforcer le système sportif. Et les milieux des droits de l'homme étaient un peu sceptiques. Je pense que ça a beaucoup changé parce que moi j'ai commencé à parler de ça il y a 30 ans. Donc vous n'étiez pas né et moi j'étais jeune. Donc 30 ans, ça fait longtemps. Mais aujourd'hui, ça reste difficile. Je pense que les intérêts sont tels dans le monde sportif. Il y a tellement d'argent, il y a tellement d'intérêts politiques et différents. Il y a tellement de personnes qui sont impliquées dans le sport. Il y a des dizaines de milliers de gens qui gagnent leur vie grâce au sport. Des enfants, hein, je parle des sports où les enfants sont impliqués. Donc, c'est très difficile dans un contexte pareil, qui est déjà construit depuis très longtemps, qui est très hiérarchisé, où l'enfant ne trouve pas toujours sa place pour s'exprimer et exprimer ses désirs et ses besoins et ses frustrations aussi. Donc, il y a beaucoup de résistance, oui, ça c'est sûr. Quels sont les bons ou mauvais côtés de la compétition pour les enfants ? Ça, c'est une très bonne question parce qu'il y a effectivement les deux. La compétition, comme j'ai dit, le sport pour les enfants doit être une sorte de laboratoire où on apprend différents éléments de la vie. Notre vie, elle est pleine de compétition. Qu'on le veuille ou non, on doit quand même se nourrir d'une manière ou d'une autre. On doit pouvoir se développer soi-même et s'affirmer sans empiéter sur les droits des autres personnes, bien sûr. Mais la compétition est là, elle est naturelle quasiment. Donc le sport permet sans conséquence de vivre la compétition et d'apprendre la compétition, d'apprendre à gagner et d'apprendre à perdre. Lorsque vous perdez un match de n'importe quel sport, votre monde, vous serez triste parce que vous aurez voulu gagner, on veut toujours gagner, mais votre monde ne va pas changer. Alors que si dans la vie vous perdez votre emploi, par exemple, ça a une conséquence beaucoup plus importante. Donc le sport permet ce contact à la compétition, qui est un processus. Et je dis, pour moi, la compétition, ça a toujours été d'abord une compétition envers moi-même. Me prouver que je pouvais passer des étapes et m'améliorer, ou pas, et accepter lorsque je n'arrivais pas à m'améliorer. Donc c'est un apprentissage merveilleux lorsqu'il est bien vécu, dans un domaine, comme je l'ai dit, qui reste un loisir.
On peut perdre un match et avoir des rigolades merveilleuses avec des camarades qui ont perdu le match avec vous. Comme on peut gagner un match, et moi j'ai vécu ça, des fois on gagne un match et tout le monde est très tendu après et on n'a pas de joie pour une raison ou pour une autre. Donc la victoire n'est pas forcément synonyme de joie. Donc ce processus de compétition dans le sport est merveilleux. Maintenant, la réalité est que malheureusement, surtout pour les jeunes enfants et adolescents, comme je l'ai dit, souvent les objectifs de la compétition, le déroulement de la compétition ne sont pas décidés par les acteurs même, les athlètes, les jeunes athlètes, mais par des adultes qui décident qu'il faut gagner ce match, qu'il faut faire ci pour gagner, qu'il faut faire ça pour gagner. C'est pas à discuter, il n'y a pas de vrai dialogue, de partage d'idées, et les objectifs sont ceux mis en place par les adultes sans écoute des athlètes. Et figurez-vous que même dans le sport adulte, l'athlète n'a pas beaucoup de droit à la parole. Sa parole n'est pas forcément respectée. Et il y a beaucoup de pression sur les jeunes dans la compétition. Parce que autant on a soi-même envie de gagner, je pense que c'est un réflexe humain, autant les autres, ils veulent gagner à votre place. Donc il y a les parents qui se prennent la tête très vite avec les résultats sportifs, comme parfois avec les résultats scolaires d'ailleurs. Et il y a les entraîneurs, il y a les clubs, il y a les sponsors, parce qu'il y a quand même des jeunes qui ont quasiment votre âge, ou peut-être 1 ou 2 ans de plus, qui ont déjà des contrats avec des marques sportives. Donc vous pouvez imaginer les côtés néfastes de la compétition qui sont un stress qui est inutile et qui est parfois même inhumain sur les jeunes. Il y a la question du dopage. Il ne faut pas penser que le dopage existe juste avec les athlètes adultes. Malheureusement, on a beaucoup d'études universitaires, donc académiques, très sérieuses, qui démontrent que le dopage commence très tôt. Ça peut être 11 ans, ça peut être 12 ans, ça peut être 13 ans, 14 ans. On peut vous donner des pilules sans vous expliquer ce que c'est. Ça m'est arrivé d'ailleurs quand j'étais jeune. J'avais 16 ou 17 ans. J'étais à l'équipe nationale de hockey sur gazon, un petit sport en Suisse, mais néanmoins, on m'avait donné des pilules, que je n'avais pas prises d'ailleurs, avant des matchs. Et j'avais demandé ce que c'est, on m'avait dit que c'était des vitamines. Alors, je trouvais ça un peu léger de croire que c'était des vitamines, parce que ce n'est pas 1 heure avant un match qu'une vitamine va faire une différence. Donc, bref, juste pour dire que le dopage est un problème très grave, parce que c'est typiquement une violation extrême des droits de l'enfant, où on donne un produit parfois dangereux, mais de toute façon, on donne un produit qui est interdit à des jeunes sans forcément leur expliquer les implications. Donc, la compétition vient avec énormément de défauts, je dirais. Et c'est dommage, parce que comme je l'ai dit, moi, je ne suis pas contre la compétition, parce que je pense qu'elle fait partie de la vie de l'homme depuis que l'homme existe. Il a dû être en compétition avec la nature et avec les siens pour survivre. Et donc, c'est quelque chose qui, si c'est réglementé et si chacun peut la vivre comme il le désire, c'est-à-dire que certains jeunes ne veulent pas de compétition sportive, veulent faire que du sport loisir sans compétition, aller se promener ou courir dans un parc ou bien jouer au football dans un parc sans règles précises ou les règles que les enfants mettent en place, comme on appelle le football de rue par exemple. Il y a d'autres sports de rue ou de parc où on fait ses petites règles à soi et c'est une petite compétition, on rigole du début à la fin. Quels sont les sports où les enfants sont le plus poussés ? Oui, alors les sports où les enfants sont le plus poussés, je dirais, c'est souvent les sports où il est impossible de réussir sans commencer extrêmement jeune, très très jeune. Donc on pense forcément typiquement à la gymnastique, où il faut commencer maintenant à 3 ou 4 ans, ou 5 ans ou plus tard. Mais en fait, on peut penser à beaucoup de sports, parce que l'âge de l'implication des enfants dans le sport s'est rabaissé depuis 20 ans énormément. Donc, même dans le football, on commence à 6, 7 ans, parfois 5 ans. Donc, je dirais que beaucoup de sports ont une implication négative sur les droits de l'enfant dès lors qu'on commence la compétition très jeune et que les adultes veulent former les enfants
pour devenir des champions ou des athlètes confirmés, alors qu'on peut avoir des athlètes qui s'épanouissent et qui deviennent des champions sans forcément toujours commencer très tôt. Alors, il y a malheureusement maintenant, comme on a adapté les règles de certains sports à les exigences telles, comme la gymnastique, il est impossible de commencer la gymnastique à 12 ans et de devenir champion ou championne olympique, ça c'est sûr. Mais c'est là où le nœud du problème, c'est qu'il faudrait réévaluer certaines règles du sport. Je rappellerai que la gymnastique artistique était un sport où les notes artistiques étaient équivalentes aux notes techniques. Et la fédération, c'est elle qui a décidé de changer ça, ce qui a favorisé l'abaissement de la formation des jeunes. Parce que l'acquis technique est tel aujourd'hui qu'il faut être très, très jeune et petit pour commencer la gymnastique, alors que les notes artistiques nécessitent une plus grande maturité physique et mentale. Donc, le système sportif a poussé les jeunes à commencer très tôt dans le sport. Et c'est dommage parce qu'aussi les jeunes se spécialisent dans un sport très jeune, alors que la beauté du sport, c'est d'en faire plusieurs et peut-être à l'âge de l'adolescence de choisir un sport où on veut s'affirmer. Mais avoir 2-3 sports dans sa panoplie permet de développer des qualités qui sont utiles après lorsqu'on se fixe sur un seul sport. Et on apprend aussi beaucoup de choses, par exemple en pratiquant un sport individuel et un sport collectif. Moi, je prône ce mélange parce que les deux apportent beaucoup au développement de l'enfant. Avez-vous fait du sport quand vous étiez petit, quand vous étiez enfant? Si oui, avez-vous été trop poussé à faire... Alors, merci pour ta question. Oui, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais enfant. Il faut savoir que le sport était moins populaire quand j'étais jeune, donc je parle des années 70. Je suis né en 62, donc même un peu avant, début des années 70. Dans la société, le sport existait, mais les gens étaient moins intéressés, les stades étaient moins pleins, il y avait beaucoup moins de sport à la télévision. Et les réseaux sociaux, évidemment, n'existaient pas. Donc, moi, j'ai commencé le sport dans une famille que je considère qui n'était pas sportive du tout. Et c'était fantastique de ne pas avoir des parents sportifs parce qu'ils m'ont laissé tranquille. Ils m'ont encouragé à aller au stade pour m'entraîner, mais ils ne m'ont pas du tout embêté avec les résultats. Ils étaient venus voir quelquefois les matchs de hockey, puis ils n'avaient même pas vu que j'avais marqué un but, ou ils ne savaient pas si j'avais gagné ou pas. Ils ne connaissaient pas comment ça fonctionnait le sport. Et je pense que c'était un avantage pour moi, parce que ça ne m'a pas empêché de m'épanouir, parce qu'il y a d'autres adultes qui m'ont encouragé et appuyé. Et comme je l'ai dit en introduction, le sport m'a beaucoup aidé à me développer. Déjà physiquement, j'étais très maigre et j'avais les jambes en X. Et je ne sais pas que je suis devenu un bodybuilder, mais ça m'a beaucoup aidé à me développer physiquement. Mais aussi psychiquement, ça m'a apporté beaucoup et socialement de pouvoir faire du sport. Ça m'a beaucoup permis de gérer mon adolescence, de gérer des problèmes que j'avais. Quand j'allais courir, j'étais bien, je me sentais libre et sans problème. Et ça m'apportait beaucoup. Et au niveau social, j'étais très timide et réservé. Et ça m'a beaucoup permis de m'épanouir et de comprendre que les relations sociales étaient super importantes et super sympas. J'ai noué des amitiés qui étaient merveilleuses et différentes que celles que j'avais à l'école. Et puis, j'ai aussi commencé à 15 ans, j'étais sélectionné pour jouer en première équipe et je me suis retrouvé avec des adultes dans une équipe assez vieillissante, dans une équipe où tout le monde avait plus de 30 et 35 ans. Et l'autre jour, je suis allé à l'enterrement d'un des joueurs à qui j'ai joué, qui est décédé à 82 ans. Et je me suis rendu compte, c'était une très belle cérémonie d'ailleurs, et je me suis rendu compte que j'avais eu énormément de chance parce que je suis tombé seul, jeune, enfant, 15 ans, dans un groupe d'adultes qui m'a merveilleusement accueilli
Et c'est sûr que quand on a 15 ans, on a certaines vulnérabilités parce qu'on ne connaît pas le monde adulte, etc. Et je me suis dit, mais c'est fou parce que si j'étais mal tombé, il aurait pu se passer des choses. Pas forcément les choses les plus graves, mais ils auraient pu m'embêter ou me taquiner, alors que j'ai toujours été merveilleusement respecté, puis ils m'ont beaucoup encouragé, puis ils m'ont beaucoup valorisé. Ça m'a donné énormément confiance en moi. Et ça, le sport, ça c'est une chose qu'on peut acquérir dans le sport, comme dans la musique ou dans d'autres arts ou dans d'autres loisirs. En dehors de la famille, en dehors de l'école, c'est que le sport peut donner une confiance immense à des âges où on ne demande que ça, quoi. Donc, j'ai vraiment vécu une vie sportive magnifique et j'en suis reconnaissant tous les jours encore parce que ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et puis, j'ai continué le sport, le hockey sur gazon. J'ai fait de l'athlétisme aussi. J'ai fait beaucoup de sprint. J'adorais ça. Et je ne savais pas que j'étais pas mauvais jusqu'au jour où il y avait un garçon dans mon école avec qui j'étais très ami, mais qui était un athlète incroyable, qui faisait du karaté, il était champion d'Europe junior, et il faisait aussi de l'athlétisme, et il lançait le javelot comme un dieu, et il courait très vite. Et un jour, je l'ai battu, et pour moi, c'était incroyable, c'était une révélation. Me dire que moi, le petit garçon qui avait les jambes en X, quand il était petit, 10 ans après, il avait battu ce grand champion, et on avait une concurrence très saine. On était amis. Donc, une fois, c'est lui qui gagnait, une fois, c'est moi qui gagnais. Et c'était super parce qu'il y avait une émulation. Et c'est important d'avoir une émulation dans la vie. Il faut pouvoir se jaucher et puis se donner des défis. Je pense que c'est très sain d'avoir des défis. Mais il faut accepter aussi que ces défis, on puisse les perdre. Et les objectifs, on ne peut pas toujours les atteindre. Mais donc, oui, pour moi, le sport, c'était un don incroyable que j'ai très bien vécu et que j'ai beaucoup aimé, dans un sport qui n'était pas très professionnel. Donc, c'était aussi sympa de rester avec des valeurs réelles. J'étais dans un sport où il y avait encore des vraies valeurs, il y en a toujours. Le hockey sur gazon est un sport olympique, mais il y a un peu de professionnalisme, mais il n'y a pas autant d'argent que dans d'autres sports. Donc, pour moi, ça reste un très beau sport où les hommes et les femmes jouent pas ensemble, mais jouent dans les mêmes clubs. Donc, alors maintenant, il y a beaucoup de football féminin, mais il faut se rendre compte que le football féminin, ça n'existait quasiment pas. C'était très marginalisé. Il y avait quelques femmes qui jouaient au football il y a 20-30 ans. Mais elles étaient montrées du doigt et marginalisées et stigmatisées. C'était presque un scandale de jouer au football pour une femme. C'était interdit d'ailleurs jusque dans les années 70. Donc aujourd'hui, heureusement, les filles et les femmes ont beaucoup plus accès au sport, mais ça n'a pas toujours été comme ça. Le sport, comme je l'ai dit, était un domaine mâle où les messieurs, où les hommes pratiquaient un sport et les femmes... à la rigueur, on leur permettait parfois de faire un petit peu de sport à gauche, à droite, mais on ne les prenait pas au sérieux et on ne soutenait pas les jeunes filles qui voulaient faire du sport. Heureusement, ça a changé de manière fantastique. Le sport féminin s'est beaucoup développé. En Suisse, il y avait un peu de retard, mais maintenant, les choses sont bien meilleures. Moi, j'avais une question, parce que je sais que vous avez aussi travaillé avec des peuples autochtones, et puis moi, je me demandais comment le sport est perçu dans différentes cultures, déjà entre les pays européens, Amérique, je pense que ça peut être très différent, et puis selon les cultures, est-ce qu'il existe partout, et de quelle manière? Oui, alors, ça c'est une très bonne question et assez complexe. En fait, le sport moderne a été, je dirais, en grande partie inventé par les Anglais. Et comme les Anglais étaient une colonie, un pays colonial très important, c'était le pays qui dominait le monde au XVIIe et au XVIIIe siècle, et au XIXe siècle aussi, les Anglais ont exporté beaucoup de sports. Par exemple, mon sport, qui est le hockey sur gazon, est un sport qui est très ancien, qui va jusqu'au temps ancien, 2000, 3000 ans avant Jésus-Christ. On a trouvé des pierres tombales en Égypte où vous voyez des joueurs de hockey. Donc c'est un sport qui est très ancien, mais qui a été revitalisé par les Anglais et qui
qui a été exporté dans toutes les colonies anglaises, que ce soit dans les Caraïbes, au Fidji. J'ai joué au hockey sur gazon, c'était génial. Et en Afrique, un peu, et puis en Amérique latine aussi. Parce que les Anglais avaient des colonies là-bas, en Inde et au Pakistan, bien sûr, même si le Pakistan n'existait pas à l'époque, mais c'est des très grands sports là-bas, comme le cricket. Donc les Anglais ont amené des sports, importé des sports, et les populations locales ont bien aimé. Mais c'est vrai que le sport a une dimension culturelle, c'est indéniable, et que beaucoup de nos sports sont quand même des sports occidentaux qui ont acquis du succès ailleurs, mais ce n'est pas les sports qui viennent d'autres cultures. Alors il existe des sports en dehors de la culture occidentale. Il y a des sports autochtones, par exemple, il y a des championnats de sports autochtones. Il y a des sports même en Suisse qui sont liés à la culture et à l'histoire suisse, comme il y a une pierre connue, je ne me souviens plus de son nom, mais il y a un jet de pierre et la lutte suisse qui est un peu différente quand même de la lutte qu'on fait aux Jeux Olympiques. Il y a le Hornus, qui est un sport 100% suisse que personne connaît ailleurs, et un sport assez étonnant, assez bizarre. On dirait qu'on lance une espèce de galette en pierre avec une espèce de canne à pêche. C'est vraiment un sport très particulier. Donc il existe différents sports qui viennent de différentes cultures. Il y a la boxe thaï en Thaïlande, mais il y a d'autres sports en Asie et en Afrique qui sont des sports particuliers à leur propre culture. Il y a la lutte en Inde qui n'a rien à voir avec la lutte suisse. Donc en fait, malheureusement, le sport a un peu suivi la domination des différentes cultures, et la culture occidentale a été très dominatrice dans le monde, a imposé beaucoup de choses dans le monde, et le sport n'a pas fait exception. Donc, oui, il y a des sports qui sont dans différentes cultures et qu'il faut respecter, et qui aujourd'hui trouvent plus leur place qu'il y a 20 ou 30 ans, heureusement. Et c'est des sports qui sont très beaux et qui sont aussi... le concept de la compétition est assez différent aussi souvent. La compétition est quand même, j'imagine, un concept qui est lié beaucoup à notre société de production aussi, notre société qui vise que des résultats à n'importe quel coût. Surtout le coût humain est souvent négligé. Il n'y a qu'à voir la souffrance des travailleurs dans les pays européens en ce moment. Elle est terrible, quoi. Et donc, il faut revenir un petit peu en arrière, il faut se comprendre. Et je vois que, heureusement, les jeunes comme vous, et les générations de vous et moi, il y a beaucoup de jeunes, je vois ça un peu avec mes enfants, qui ne veulent pas forcément travailler à plein temps. Bien sûr, ils veulent un métier intéressant, mais s'ils peuvent travailler 3 jours par semaine et vivre avec un peu moins d'argent, ça leur est égal. Ils ne sont pas focalisés par la productivité et cette société capitaliste à tout prix qui mène finalement à nulle part. Et le sport est pris dans tout ça, malheureusement. Et il faut vraiment essayer de vivre le sport différemment. Merci. Et pour conclure, qu'est-ce que nous pouvons mettre en place pour défendre les droits de l'enfant dans le sport ? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place. Et cette discussion a déjà une mise en place, parce que avec toutes les réflexions que vous allez développer maintenant sur les droits de l'enfant dans le sport, vous allez voir peut-être le sport d'un œil différent, peut-être déjà vous le voyez d'un œil différent. C'est déjà très sain, parce qu'en fait, les droits de l'homme ne peuvent que avoir du succès lorsque tout le monde devient acteur de ses propres droits. Ça, c'est absolument fondamental. Donc, mais comme je l'ai dit, il y a eu beaucoup de scandales, surtout les plus médiatiques, ceux que vous trouvez à la télévision, dans les journaux, sur les réseaux sociaux, c'est les questions d'abus sexuels, parce que ça attire l'attention et malheureusement, ça fait un peu d'ombre sur les autres problèmes qui existent. J'ai parlé du dopage, j'ai parlé de la violence dans le sport, j'ai parlé de la discrimination. J'ai parlé de différents abus physiques et psychiques qui sont tout aussi graves. Donc, en fait, quand même, il faut dire que certaines choses se mettent en place. Il y a des ONG, des associations qui défendent les droits des victimes, et des associations qui font de la prévention. Donc, il ne faut pas perdre courage. Les droits de l'enfant et les droits de l'homme en général, c'est un combat quotidien.
Il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés. Et surtout, ce qui est important, c'est que vous prenez ce que vous faites maintenant, quoi. C'est que vous passez du temps à vivre les droits de l'enfant. C'est ça qui est fondamental. Et c'est vous l'acteur du changement, ce n'est pas les autres. Et ça, c'est génial. Donc, ça me fait un grand plaisir de voir que vous êtes actif dans ce domaine et que vous prenez ça au sérieux. Et je suis sûr que vous savez aussi passer du bon temps. Mais c'est ça qui est important et c'est ça qu'il faut qu'il évolue dans le sport et en dehors du sport. Mais les mentalités sont difficiles à changer et donc ça prend du temps. Et dans le sport, comme je l'ai dit, il y a tous ces intérêts qui sont immenses. Donc il faut combattre ça pacifiquement, bien sûr, mais il faut pas avoir peur d'ouvrir les yeux aux autres aussi, parce que c'est pas forcément toujours évident de voir que les droits de l'enfant sont pas respectés, parce que les gens sont mal éduqués sur les droits de l'enfant, malheureusement. Donc c'est votre génération qui sera la mieux éduquée. Donc n'ayez pas peur de prendre la parole poliment et de dire aux adultes qu'ils font fausse route, parce que c'est important. Mais ils font fausse route parce qu'ils viennent aussi d'un autre contexte et d'une autre époque. Il ne faut pas forcément toujours être manichéen, voir le bien et le mal d'un côté et de l'autre. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu la chance d'être impliqués dans les droits de l'homme et dans les droits de l'enfant dans leur jeunesse. Donc c'est à vous de les sensibiliser. Et bonne chance avec votre travail, c'est très important.